Bonjour, chers étudiants. Nous allons poursuivre avec le cours de biochimie métabolique. Nous poursuivons notamment avec le cycle de Krebs. Donc, on a déjà terminé avec la décarboxylation oxydative de l'acide pyruvique ou pyruvate. Donc, au cours de ce cours, nous avons vu que l'acide pyruvique est suite à plusieurs réactions est catalysé par le complexe multi-enzymatique pyruvate déshydrogénase, mais l'acide pyruvique aboutit à la formation de acétyl-CoA, qui est l'intermédiaire commun des substrats énergétiques. Donc maintenant, tout substrat énergétique, toute molécule qui souhaite contribuer à l'apport énergétique de la cellule doit obligatoirement et passer par l'acétyl-CoA si cette molécule souhaite produire beaucoup d'énergie à partir du cycle de Krebs. Donc, il faut dire que l'acétyl-CoA, c'est en fait l'élément qui va intégrer le cycle, qui va entrer dans le cycle et qui va permettre l'oxydation complète du glucose. Donc, je rappelle que on parle de l'oxydation complète du glucose. Donc, cette oxydation se fait en plusieurs étapes. Donc, il y a une première étape, une voie métabolique qu'on appelle la glycolyse qui a transformé le glucose en deux molécules d'acide pyruvique. Donc, cette voie métabolique, ces 10 réactions de la glycolyse ont été réalisées au niveau du cytosol, donc c'est extra-mitochondrial. L'acide pyruvique et ensuite va entrer dans la mitochondrie, bien entendu, si l'oxygène est disponible, pour être converti par la décarboxylation oxydative en acétyl-CoA. Et l'acétyl-CoA donc, va entrer lui-même dans le cycle de Krebs donc, pour être dégradé en gaz carbonique et l'eau. Donc, l'oxydation du glucose est complète à partir du cycle de Krebs. Alors, c'est quoi le cycle de Krebs? C'est une voie métabolique de la mitochondrie qui oxyde l'acide acétique. Alors, on dit l'acide acétique et de l'acétyl enzyme A. Moi, je dirais mieux, on dit acide acétique, mais en réalité, c'est pas acide acétique, c'est le groupement acétyl. Parce que l'acétyl-CoA, n'oubliez pas que le coenzyme A, c'est un transporteur de groupement acyl. Donc maintenant, l'acétyl, c'est un groupement acyl qui est transporté par le coenzyme A. Et maintenant, le coenzyme A, son rôle, c'est de transférer ce groupement acétyl au cycle de Krebs. OK? Donc, on dit ici acide acétique, mais en réalité, il s'agit du groupement acyl et acétyl dans ce cas. Donc, maintenant, au niveau du cycle de Krebs, comme je l'avais dit précédemment, donc l'acétyl, ce groupement acétyl va être oxydé en gaz carbonique et l'eau. Donc ici, on a mis bicarbonate. Donc vous comprenez, gaz carbonique, l'eau, bicarbonate, en présence de coenzymes, notamment les coenzymes d'oxydoréduction qui vont accepter des atomes d'hydrogène. OK? Et par la suite, ces coenzymes d'oxydoréduction comme NAD plus FAD, donc vont transférer ces hydrogènes à la chaîne respiratoire mitochondriale pour produire davantage d'ATP. Donc là, nous avons une image de la mitochondrie. Donc il faut savoir que
les prokaryotes ne possèdent pas de mitochondries et les globules rouges n'ont pas de mitochondries. OK? Maintenant, la mitochondrie, c'est le centre énergétique de la cellule et double membrane externe mitochondriale, membrane interne mitochondriale séparée par l'espace inter et membranaire et mitochondrial. Et puis à l'intérieur, donc ces membranes s'organisent en crête, OK, en crête. Donc maintenant, c'est à l'intérieur ou à la surface interne de la membrane et la membrane interne, donc que toute réaction, même le va réaliser. Alors, pour le cycle de Krebs, donc il y a d'autres appellations et on appelle cycle de l'acide citrique. Pourquoi cycle de l'acide citrique? C'est parce que la première réaction du cycle de Krebs donne l'acide citrique et cette réaction fait intervenir le groupement acétyl qui est transféré par l'acétyl-CoA et ce groupement qui va être accepté par l'oxaloacétate ou encore acide oxaloacétique. Donc, acide oxaloacétique plus acétyl donne acide citrique. On l'appelle aussi cycle des acides tricarboxyliques. OK, tricarboxylique. Donc, acide citrique, c'est un acide tricarboxylique, c'est-à-dire qui possède 3 fonctions acide carboxylique. Et puis, en l'honneur des scientifiques qui ont mis en évidence cette voie métabolique, qui ont découvert cette voie métabolique. Donc, le cycle de Krebs est aussi appelé cycle de Georgi et Krebs. Mais généralement, on dit cycle de Krebs. Alors, voilà une vue d'ensemble de ce qu'est le cycle de Krebs. Donc, c'est une voie métabolique de 8 réactions. OK, une voie métabolique de 8 réactions. OK, là, on commence avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, voilà. Donc, si on commence avec la réaction entre oxaloacétate et citrate, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, voie métabolique de 8 réactions. Voici le point d'entrée. Le point d'entrée du cycle de Krebs, c'est là où le groupement acétyl va être transféré à oxaloacétate. Donc, remarquez bien, oxaloacétate, c'est une molécule de 4 atomes de carbone. Donc, en acceptant le groupement acétyl qui est transféré par acétyl-CoA, OK, donc, oxaloacétate est transformé en citrate, OK, citrate, qui possède 6 atomes de carbone. Donc, citrate va être converti en isocitrate. Isocitrate va être décarboxylé. OK? Donc là, c'est une décarboxylation oxydative. Il y a non seulement perte de groupement CO2. Pas oublier que le groupement acétyl possède 2 atomes de carbone. Donc maintenant, étant donné que c'est acétyl qui va oxyder au cours du cycle de Krebs, donc il doit y avoir perte de 2 CO2. OK, 2 CO2. Acétyl, c'est 2 carbone. Donc acétyl là, et 2 CO2 pour le perdu, comme quoi que c'est les 2 carbones du groupement acétyl. OK? Et vous voyez bien le NAD+ ici qui indique qu'il s'agit d'une réaction d'oxydation. Donc là, la réaction 3, c'est une réaction de décarboxylation oxydative. Donc, au fur et à mesure, le nombre d'atomes de carbone réduit, OK, pour revenir à 4 carbone. OK? Donc maintenant, troisième réaction encore, c'est décarboxylation oxydative, perte du groupement CO2 avec oxydation.
Voilà, donc depuis dans 1, 2, 3, 4, depuis dans quatrième réaction 1, 2, 3, 4, quatrième réaction, donc on revient avec 4 atomes de carbone que nous avons gagné dans l'oxaloacétate là. Donc depuis dans quatrième réaction, donc les deux carbones de acétyl sont déjà éliminés. Donc les deux carbones du groupe acétyl sont déjà éliminés. Donc même si nous pas ouais de l'eau là, donc gagné et réaction côté que de l'eau a éliminé. Et puis nous gagnons et cinquième réaction, côté que par la formation d'ATP, ok? Par la formation d'ATP, et cette formation d'ATP, c'est une formation qui se fait au niveau du substrat, et puis la réaction continue. Et troisième réaction d'oxydation, et réaction 6, donc c'est une réaction d'oxydation, mais dans cette réaction d'oxydation, c'est FAD qui intervient au lieu de NAD. Et puis, il y a une autre réaction d'oxydation encore côté que malate va être oxydé en oxaloacétate. Et dans cette réaction, c'est les NAD qui interviennent. Donc, vous voyez, au cours du cycle de Krebs, il y a 4 réactions d'oxydation avec formation de coenzyme d'oxydoréduction réduit, NADH, NADH, FADH2, NADH. Donc, ces coenzymes réduits qui sont riches en énergie, qui avaient précédemment accepté deux hydrogènes, donc vont être réoxydés dans la chaîne respiratoire mitochondriale, Donc, cette réoxydation implique le transfert des hydrogènes ou encore le transfert des électrons, des protons, initialement, précédemment, et accepté dans le cycle de Krebs, donc pour redevenir sous la forme oxydée. Ok, donc voie, le cycle de Krebs, c'est une voie métabolique qui se fait dans la glycolyse aérobie. Et glycolyse aérobie, bon, en fait, le cycle de Krebs nécessite de l'oxygène, donc c'est-à-dire en absence d'oxygène, l'acide pyruvique entre dans la fermentation lactique, ok? Donc, s'il y a un apport insuffisant en oxygène, l'acide pyruvique se dirige directement dans la voie de la fermentation métabolique. Donc, ceci, c'est pour vous expliquer que donc, l'oxygène est utilisé au niveau du cycle de Krebs, ok? Et dans la chaîne respiratoire mitochondriale comme accepteur final des électrons. Donc maintenant, si l'oxygène n'est pas suffisamment disponible et l'acide pyruvique ne va pas être décomposé en acétyl-CoA. Donc l'acide acétique ou encore l'acétyl entre dans le cycle sous forme activée et acétyl-coenzyme. Alors, quand on, non, c'est pas clair, bon. Et désolé de n'avoir pas modifié ces textes. Et en fait, il s'agit de l'acétyl, ok? Bon, il n'y a pas de problème avec acétyl ou bien acide acétique, mais cependant, c'est l'acétyl coenzyme A, c'est la forme activée de l'acétyl, ok? Maintenant, pour le transfert vers dans le cycle, l'acétyl-CoA n'entre pas dans le cycle. Donc, le coenzyme A transfère le groupement acétyl sur oxaloacétate, ok, et coenzyme A en tant que coenzyme est régénéré. Donc, vous savez très bien que les cofacteurs, les catalyseurs, les coenzymes ne sont pas transformés au cours d'une réaction. Ok, donc le coenzyme A n'entre pas dans le cycle, c'est seulement le groupement acétyl qui est transféré au cycle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le groupement coenzyme acétyl-CoA, cette molécule qu'on appelle acétyl-CoA, c'est une molécule à haut potentiel énergétique. Donc, la rupture de la liaison
entre le groupement acétyl et coenzyme A, qui est une liaison thioester, mais cette rupture, la rupture de la liaison thioester va libérer beaucoup d'énergie et cette énergie va être utilisée pour fixer l'acétyl-CoA sur l'oxaloacétate puisqu'il s'agit de la formation d'une liaison carbone-carbone. Donc, la fixation de l'acétyl sur oxaloacétate, c'est une réaction endergonique qui nécessite un apport externe d'énergie et cette énergie provient de la rupture de la liaison thioester qu'on trouve dans l'acétyl-CoA. Donc, la liaison thioester, c'est entre le groupement acétyl et le coenzyme A. Donc, un autre substrat, l'oxaloacétate, est utilisé pour la première réaction et entièrement régénéré par la dernière réaction. Et c'est pour cette raison qu'on parle de cycle de Krebs. Donc, la réaction démarre avec oxaloacétate et la réaction termine avec oxaloacétate. Donc, c'est-à-dire que le point de départ est aussi le point d'arrivée. Donc, on parle de cycle dans ce cas. Ok, donc là, on démarre avec la première réaction. On va voir les réactions en détail. Ok, on va voir les réactions en détail. Bon, je ne sais pas si on aura le temps de tout voir. Donc, la première réaction, ok, la première réaction, c'est le transfert de coenzyme du groupement acétyl sur oxaloacétate. Ok, oxaloacétate, vous voyez, on encercle envers le groupement acétyl. Voici la liaison thioester. Donc, laissez-moi vous montrer la liaison thioester. Voici la liaison thioester. Ok, c'est cette liaison-là qu'on appelle liaison thioester qui est riche en énergie. Donc, il va libérer de l'énergie nécessaire à la fixation du groupement acétyl sur le carbone 2 de l'oxaloacétate. Donc, voici le carbone 2. Ok, voici le carbone 2. Donc, le groupement acétyl donc, va être fixé ici. Voilà. Ok, donc c'est le CH3. Ouais, donc, il va y avoir la formation d'une liaison carbone-carbone et la formation d'une liaison carbone-carbone, une liaison covalente. Donc, ça nécessite beaucoup d'énergie et cette énergie provient de la rupture de la liaison thioester. Ok, donc maintenant, oxaloacétate, c'est 4 atomes de carbone, acétyl, 6 atomes de carbone. Donc, si on fixe acétyl sur oxaloacétate, donc on obtient un produit à 8 atomes de carbone. Donc, à remarquer, c'est une réaction qui libère de l'énergie, 38 kJ par mol. Donc, c'est une réaction dont le bilan énergétique et donne une réaction, je dirais, fortement exergonique, ok? Donc, il y a libération d'énergie, de l'énergie, ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Donc, voici le coenzyme A qui est régénéré, ok? SH, coenzyme A est régénéré, ok? Coenzyme A est régénéré après avoir transféré le groupe acétyl sur et oxaloacétate. Donc, le produit ici s'appelle citrate ou encore acide citrique. Donc, vous voyez bien les trois groupements acide carboxylique. Donc, c'est un acide tricarboxylique. Donc, la fonction cétone est transformée en acide carboxylique. Et voilà, oui, le groupement cétone ici dans l'acétyl est transformé en acide carboxylique. Et puis, vous avez le groupement carbonyle, fonction cétone de l'oxaloacétate qui est transformé en alcool. Ok, donc ici, il faut noter que c'est un alcool tertiaire. Donc, je rappelle que les alcools tertiaires, donc c'est des alcools qui ne peuvent pas être oxydés dans les conditions normales de fonctionnement d'une cellule. OK? Donc, réaction fortement exergonique,
cette réaction est catalysée par une enzyme qu'on appelle citrate synthase, ok, qui possède deux sous-unités, ok, deux sous-unités, et catalyse l'addition de l'acétyl OH sur la double liaison de cette cétone en dirigeant l'un des hydrogènes du carbone 2 de l'acide acétique vers l'oxygène et le reste de l'acétyl-CoA sur le carbone. Hydrolyse la liaison riche en énergie pour libérer le coenzyme A et un proton, donc réaction fortement exergonique. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a couplage dans cette réaction, il y a couplage d'une réaction exergonique et d'une réaction endergonique. Donc, la réaction exergonique libère de l'énergie, la réaction endergonique consomme de l'énergie. Maintenant, quand on fait la somme, plus moins, donc il reste de l'énergie, ce qui fait que la réaction est exergonique. C'est comme quoi, cette réaction, on a supposé que, et je ne me rappelle pas quelle quantité d'énergie et la liaison Twister peut libérer, mais on a dit qu'elle libère par exemple 50 kilojoules par mol, alors que pour la formation de l'acide citrique, donc nous avons besoin de 38 kilojoules par mol. Donc là, nous fait 50 moins 38, donc il en reste 12. Donc 12 ans, c'est que qui fait que réaction est exergonique. Deuxième réaction, pas oublier que cycle de Krebs, c'est une voie métabolique de 8 réactions. Deuxième réaction est catalysée par aconitase, qui gagne des centres fer soufre. Donc, c'est une enzyme d'oxydoréduction. OK, une enzyme d'oxydoréduction qui gagne le centre fer soufre. Donc, maintenant, citrate va être, alors c'est deux réactions. OK, donc citrate va être converti en isocitrate, mais en passant par 6 aconitate. OK? Maintenant, on regarde et on essaie d'analyser les réactions. Donc là, dans citrate, on vous montre donc les groupements ou encore les atomes qui sont concernés par la réaction. Donc la première, c'est une double et c'est une déshydratation et une hydratation. OK? Cette réaction consiste en une déshydratation et hydratation. Alors, pourquoi cette réaction? C'est parce que n'oubliez pas que il s'agit de l'oxydation du glucose ou encore l'oxydation du groupement acétyl. Donc maintenant, il faut qu'il y ait des groupements capables de subir l'oxydation. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'un alcool tertiaire, donc n'est pas capable, et un alcool tertiaire ne peut pas subir une oxydation. OK? Donc maintenant, l'objectif de ces réactions, c'est de convertir l'alcool tertiaire en alcool secondaire. Et vous savez que très bien, l'oxydation d'un alcool secondaire donne une cétone, l'oxydation d'un alcool primaire donne une aldéhyde, mais l'oxydation d'un alcool tertiaire, donc c'est une réaction est quasiment impossible dans les conditions normales. OK? Peut-être dans des conditions drastiques, c'est possible, mais dans les conditions normales, l'oxydation d'un alcool tertiaire est impossible. Donc, l'objectif de cette réaction, c'est de transformer et de convertir l'alcool secondaire en alcool tertiaire. Donc, dans le citrate, vous voyez bien le groupement OH, donc il y a un carbone tertiaire. Donc, maintenant, il va y avoir une déshydratation. Cette déshydratation concerne le carbone qui porte le groupement OH et le CH2, OK, qui est encadré.
Donc, voyez bien que suite au départ de la molécule d'eau, il y a une double liaison qui est formée entre les deux carbones concernés. OK? Donc, les deux carbones concernés. Donc, le produit du milieu s'appelle 6-aconitate. Ensuite, il va y avoir une hydratation. OK? Donc, cette fois-ci, l'hydratation et produit un alcool second. Bien entendu, il y a de la stéréochimie dans tout ça, on ne va pas en parler. OK? Il y a de la stéréochimie. Mais tout ceci est possible grâce à cette enzyme qu'on appelle aconitase. OK? Aconitase. Donc, on obtient isocitrate et isocitrate va subir une oxydation, OK, dans la prochaine réaction parce que le groupement OH maintenant peut être oxydé. Aconitase a pour cofacteur un centre en fer soufre et le glutathion. Donc, tripeptide qui sert de réserve d'hydrogène pour maintenir l'enzyme dans un état réduit. Donc, aconitase, c'est un enzyme d'oxydoréduction puisque il y a centre fer soufre, il y a glutathion. Et puis soustrait d'abord une molécule d'eau au citrate en créant une double liaison entre le carbone qui porte la fonction alcool tertiaire et le carbone situé en dessous. Papa de l'eau. OK, donc le composé intermédiaire, le 6-aconitate, n'est pas libéré, mais immédiatement réhydraté en additionnant cette fois une molécule d'eau dans l'autre sens, de sorte que le produit final, qui est l'isocitrate, porte une fonction alcool secondaire sur le carbone 4. Donc, l'ensemble des réactions faiblement endergoniques est réversible. OK, maintenant, isocitrate déshydrogénase. Donc là, le fait que nous avons déshydrogénase, cela signifie que nous pourrons gagner réaction d'oxydation. Depuis nous avons déshydrogénase, c'est que nous en affaire avec réaction d'oxydation et nous pourrons gagner coenzyme d'oxydoréduction. Les déshydrogénases fonctionnent avec NAD+, comme coenzyme d'oxydoréduction. Donc, isocitrate, avec sa fonction alcool secondaire, va subir une déshydrogénation. Donc, les deux atomes d'hydrogène, hydrogène qu'il y a avec OH là, hydrogène qu'il y a avec carbone là, yo pra aller, OK? Donc, yo pra aller, deux hydrogènes ça yo pra l'accepter par le NAD+. Donc, ça qui va le bail NADH, H+, OK? NADH+, mais après oxygène plus carbone, il va le transformer en fonction cétone. Donc, n'oubliez pas que l'oxydation correspond à une perte d'hydrogène. Donc, l'oxydation correspond aussi à une perte d'électrons. L'oxydation correspond à une augmentation du nombre d'oxydations. Donc, on obtient oxalosuccinate, OK, oxalosuccinate, qui va être décarboxylé. Pas oublier que nous t'ai parlé et dans l'introduction coulant que troisième réaction, c'est une réaction de décarboxylation oxydative. Donc, l'oxydation a lieu d'abord, ensuite oxalosuccinate va décarboxyler pour le bail alpha-cétoglutarate. Donc, alpha-cétoglutarate, c'est un acide alpha-cétonique. Acide alpha-cétonique, cela signifie que vous avez un groupement cétone et un groupement carbonyle en position alpha. Position alpha, c'est la position et c'est la position qui vient immédiatement après la fonction acide carboxylique. Voilà, donc
et vous voyez le groupement qui est éliminé, le groupement acide carboxylique qui est éliminé. Alors, ce groupement acide carboxylique, il est en position bêta. OK? Il est sous carbone bêta. Donc, lorsque vous avez un groupement acide carboxylique qui est sous carbone bêta, le groupement acide carboxylique est capable d'éliminer facilement et suite à des effets électroniques comme effet inductif. Donc, voilà pour la troisième réaction, catalysée par isocitrate déshydrogénase. Il faut savoir que cette enzyme qui possède 4 sous-unités, eh bien, et enzymes, ça, c'est des enzymes polyvalents, c'est-à-dire qui sont capables de faire réaliser plusieurs travaux, et chaque sous-unité est capable d'impliquer dans une réaction spécifique. Donc, isocitrate déshydrogénase, donc, il catalyse la réaction d'oxydation, il catalyse la réaction de décarboxylation, OK? Donc, dans ce cas. Donc, le produit de la troisième réaction, c'est alpha-cétoglutarate, un acide alpha-cétonique. OK, donc là, on passe de 6 atomes de carbone à 5 carbones. Donc, l'objectif, c'est de revenir à 4 carbones et aussi de revenir à l'acide oxaloacétique ou encore oxaloacétate. Donc, la prochaine réaction, ce sera encore une réaction de décarboxylation oxydative. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur isocitrate déshydrogénase? Déshydrogénase anade, c'est-à-dire que c'est une enzyme d'oxydoréduction qui fonctionne avec NAD comme coenzyme d'oxydoréduction, donc qui oxyde l'isocitrate en oxalosuccinate et réduit le NAD+. N'oubliez pas que le NAD+, c'est la forme oxydée du coenzyme. Donc, la forme oxydée en acceptant 2 hydrogènes, donne la forme réduite qui c'est NADH+. Donc, NADH+, donc c'est un coenzyme hautement énergétique qui possède de l'énergie et dû au fait d'accepter les électrons pour encore les 2 hydrogènes, il faut savoir que donc le NADH+, doit être réoxydé en NAD+, pour faciliter la continuité de cette voie métabolique, mais cette réoxydation va se faire au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc, lorsque dans un métabolite, une fonction acide carboxylique se trouve en bêta par rapport à une cétone, mais cette fonction acide est facilement décarboxylée. C'est ce qu'on appelle la bêta-décarboxylation. Je vous l'avais déjà dit. OK? Ouais, donc, effet inductif qui pral faciliter l'élimination du groupement acide carboxylique en position bêta. Donc, la fonction acide carboxylique centrale est décarboxylée par l'enzyme et grâce à une molécule d'eau libérée sous forme d'un ion bicarbonate qui est le deuxième des atomes de carbone provenant du glucose à être totalement oxydé. OK? Et alors, premier rang est sorti dans la décarboxylation oxydative de l'acide pyruvique. Le produit final de la réaction, c'est l'alpha-cétoglutarate. N'oubliez pas que c'est un acide alpha-cétonique. Nous poursuivons avec quatrième réaction. Quatrième réaction, donc c'est alpha-cétoglutarate déshydrogénase. C'est encore une déshydrogénase, un enzyme d'oxydoréduction. C'est en fait un complexe multi-enzymatique d'une masse moléculaire de 3 millions 300 000 daltons, fixé à la surface interne de la membrane interne de la mitochondriale. OK? Face interne de la membrane interne mitochondriale. C'est-à-dire la face qui donne à la matrice mitochondriale. OK? Sa structure comprend 20 sous-unités qui catalysent 3 réactions enzymatiques, donc une décarboxylase, une transsuccinylase et puis une déshydrogénase.
Donc, la réaction catalysée est la décarboxylation oxydative de l'alpha-cétoglutarate. OK, donc, cet complexe multi-enzymatique et nous fait penser au pyruvate déshydrogénase, qui c'est un complexe multi-enzymatique qui gagne 3 enzymes et 5 coenzymes. Et lui-même, c'est même pas alentour. Et 3 enzymes, 5 coenzymes. Alpha-cétoglutarate déshydrogénase, les cofacteurs enzymatiques, donc 3 coenzymes liés, thiamine, pyrophosphate, acide lipoïque, FAD, les mêmes. Et 2 coenzymes libres, donc le NAD et le coenzyme. Donc les mêmes coenzymes que le complexe multi-enzymatique appelé pyruvate déshydrogénase. Donc pyruvate déshydrogénase, enzyme ça lui-même était catalysé la décarboxylation oxydative de l'acide pyruvique, OK? Donc qui était converti acide pyruvique en acétyl-CoA. Donc alpha-cétoglutarate déshydrogénase, c'est un complexe multi-enzymatique avec 3 enzymes et 5 coenzymes. OK? Donc, la différence réside au niveau des enzymes, mais les cofacteurs sont les mêmes. Thiamine, pyrophosphate, acide lipoïque, FAD, NAD et puis coenzyme A. Voilà et pour cette réaction. Donc, nous gagnons un premier enzyme qui parle intervenu. C'est alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Donc, enzyme 1, c'est un décarboxylase. OK, en tant que décarboxylase, donc la fonctionner avec TPP. Donc, alpha-cétoglutarate va lier avec TPP. OK, donc il va y avoir décarboxylation et TPP pour être lié avec reste et molécule là. Et n'oubliez pas que le rôle de TPP en tant que coenzyme de transfert de groupement, TPP n'est pas un coenzyme d'oxydoréduction. C'est un coenzyme de transfert de groupement. Donc, TPP va transférer donc va transférer donc le reste de la molécule, le reste de l'alpha-cétoglutarate à acide lipoïque. OK, à acide lipoïque. Voilà, donc ici, nous gagnons la liaison entre alpha-cétoglutarate et TPP. Donc, voyez, TPP va prendre en charge le groupement CO2 qui va être libéré. Donc, le groupement est libéré. Et TPP est lié ensemble avec le reste de la molécule. Donc là, c'est qui acide ça et là, c'est acide succinique. OK? Ouais, ça. Donc, et partie ça qui est lié avec, qui est encadré en vert là, qui gagne 2 acides carboxyliques aux extrémités. Bon, pas 2 acides carboxyliques, mais qui gagne 2 groupements CO aux extrémités. Donc là, c'est un radical de acide succinique. Donc là, on est capable de se succiner le TPP. Bon, m'espère que c'est ça. Maintenant, qui ça TPP fait? TPP transféré et radical succinyl ça à l'hypoamide et puis TPP est régénéré. Je dis non, la décarboxylase liée au TPP décarboxyle l'alpha-cétoglutarate en succinaldéhyde. Voilà, succinaldéhyde. Donc, une molécule d'eau intervient pour libérer l'ion bicarbonate. Le succinaldéhyde est aussitôt fixé sur le noyau thiazole du TPP. La décarboxylase va transférer ce succinaldéhyde sur le lipoamide, le coenzyme lié à la transsuccinylase. Ce transfert est une oxydoréduction au cours de laquelle le succinaldéhyde a été oxydé en acide succinique et le lipoamide réduit en dihydrolipoamide. Donc, pas oublier que les réactions d'oxydation, donc, incluent réaction d'oxydation et réaction
de réduction. Même si nous pas entendu parler de yon ou l'autre, qu'on est là quand même. OK, donc deuxième enzyme nan pral intervenu. Donc deuxième enzyme c'est lipoyl transsuccinylase. Lipoyl transsuccinylase E2. Donc nous gagnons succinaldéhyde qui est lié au lipoamide. OK, mais lipoamide pral transférer ou encore dihydrolipoamide pour transférer le succinaldéhyde sur coenzyme A pour donner succinyl-CoA. OK? Et avec formation de dihydrolipoamide. Donc, dihydrolipoamide, il était entré, alors, cette enzyme, il était venu sous forme oxydée. Lipoamide, c'est la forme oxydée. Dihydrolipoamide, c'est la forme réduite. Donc, vous voyez bien? Donc, lipoamide, c'est la forme oxydée. C'est lipoamide qui provoque la réaction d'oxydation. Maintenant, en provoquant la réaction d'oxydation, lipoamide est réduit en dihydrolipoamide. Donc maintenant, pour faciliter la continuité de ces réactions, dihydrolipoamide doit être réoxydé. Mais sa réoxydation ne va pas se faire dans la chaîne respiratoire mitochondriale, mais plutôt cette réoxydation va se faire avec FAD. Donc FAD va recevoir les hydrogènes de dihydrolipoamide et dihydrolipoamide en cédant ces hydrogènes à FAD va être reconverti en lipoamide. FAD va être transformé en FADH2. Étant donné que FAD lui-même est la forme oxydène, et la déshydrogénase enfin réoxyde la dihydrolipoamide en lipoamide en réduisant un coenzyme NAD+, et libère un proton. Donc, un bicarbonate est libéré. Le troisième et dernier des atomes de carbone provenant du glucose à être totalement oxydé. Le m'a fait, nous connaissons que réaction d'oxydation glucose, nous mettons glucose plus oxygène, et by 6CO2 plus de l'eau. Et maintenant, 6CO2, hein, donc, yon acide pyruvique, pas oublier que yon acide pyruvique, et li by 3, yon acide pyruvique, li by 3 et gaz carbonique. Donc, li by un gaz carbonique dans décarboxylation oxydative. Donc, l'acide pyruvique là décarboxylé et il transforme en acétyl-CoA. Donc, il passe de 3 carbones à 2 carbones. Acétyl, c'est 2 carbones. Acétyl, même, le entre dans le cycle de Krebs, il baille 2 gaz carboniques. Donc, il y a un acide pyruvique transformé au cours de son oxydation en 3 acides, 3 gaz carboniques. Mais comme glucose lui-même, le subi la glycolyse by 2 acides pyruviques, donc il faut multiplier 3 gaz carboniques par 2, donc ça fait 6 gaz carboniques. OK? Donc, nous toujours écrit réaction ça. Donc là, je vais attirer l'attention pour montrer nous que côté 6 et gaz carbonique ça sorti. Donc, il y a une qui sorti dans décarboxylation oxydative de l'acide pyruvique et puis deux autres sorti dans réaction 3 et 4 du cycle de Krebs. Donc, maintenant, les hydrogènes enlevés à l'alpha-cétoglutarate, donc c'est oxydation. S'il y a perte d'hydrogène, c'est oxydation. Donc maintenant, ces hydrogènes qui sont enlevés doivent être acceptés par un coenzyme d'oxydoréduction qui c'est le NAD+. Donc en acceptant les hydrogènes, la transformer en NADH+, qui c'est la forme réduite du coenzyme. Et NADH+, va être réoxydé dans la chaîne respiratoire mitochondriale
et chaque molécule de NADH+ qui est réoxydée la produit 3 ATP dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc, schématiquement, il résume les réactions ça pour nous. Maintenant, ce qu'il faut retenir ici, c'est le bilan métabolique de cette réaction. OK? Donc, nous avons un acide alpha-cétonique qui réagit avec NAD+, plus et coenzyme A. Et bien, il y a quand tu es capable de les molécules ça, il y a acétyl-CoA, OK? Il y a acyl-CoA, OK? Nous voyons bien acyl-CoA plus NADH+, plus gaz carbonique qui est libéré. Donc, il faut retenir le bilan métabolique de cette quatrième réaction. Donc, nous poursuivons dans une autre vidéo et avec la cinquième réaction et la régulation du cycle de Krebs.